Bien, on va pouvoir y aller. Installez-vous, restez bien avec nous donc, pour parler de la spécification des agréments. Et ce débat d'une petite heure, c'est pour ça que j'ai dit une petite heure. Et aussi parce que Philippe Loriot doit nous quitter à 17h30, donc on va essayer de respecter les timings. Bien sûr, vous aurez la parole le plus possible. Donc on va effectivement parler donc, des agréments. C'est mieux si je vous regarde quand je vous parle. Donc vous savez qu'à l'heure actuelle, pour pouvoir fonctionner, donc les sociétés d'ambulance doivent avoir reçu un agrément qui est délivré par l'agence régionale de santé. Et c'est un agrément donc, qui couvre l'ensemble des missions qu'elles assurent, qu'elles soient urgentes ou non. Mais alors finalement, dans les faits, les missions de ces sociétés d'ambulance sont très variables. En fait, ça dépend beaucoup de la... Merci beaucoup, c'est gentil. Ça dépend beaucoup de la volonté et du choix des professionnels et de leurs dirigeants. Alors certains vont plus vers l'urgence, on l'a vu ce matin, et donc ils s'équipent en fonction, ils investissent dans du matériel de pointe, ils se forment, mais ce n'est pas forcément pour plaire à l'ensemble de la communauté des ambulanciers. Alors du coup, la question qu'on peut se poser est la suivante. Faut-il spécifier des agréments et différencier les missions pour laisser à chaque société finalement la liberté de choisir quel type de travaux elle veut effectuer, ou bien est-ce qu'on ne change rien et que si des évolutions sont effectivement à initier, eh bien elles sont ailleurs. Alors justement, on a les deux partisans des deux solutions. Donc Laurent Facon qui est resté avec nous et qui, je l'espère, va avoir la voix qui va tenir jusqu'à la fin. Mais en tout cas, je le remercie d'avoir fait quand même 3 conférences avec nous aujourd'hui avec une voix limite. Mais voilà, merci beaucoup. Donc Laurent Facon, directeur du centre de formation des ambulanciers de la Croix-Rouge française de Paris. Et donc notre nouvel invité, Philippe Loriot, qui est président de la Fédération nationale des ambulanciers privés. Alors, Laurent Facon va entrer avec vous dans le vif du sujet. Pourquoi, selon vous, faudrait-il spécifier les agréments ? Alors, merci. Alors, déjà, je trouve que l'intérêt d'un débat contradictoire, c'est de faire avancer un peu la réflexion. Exactement. Donc, rassurez-vous... On s'entend bien. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir cette vision, comme on avait fait dans un numéro de Secours Magazine, Exactement. cette vision très bipolaire, une proposition yin et une pour proposition un contre, yang, oui. pour faire progresser le débat. Alors, il y a des gens dans la salle qui me connaissent et qui savent que je suis un grand fervent du système qu'ont mis en place les Belges. La Belgique est dans une situation assez proche de la nôtre, il y a de ça une vingtaine d'années, avec une faible réponse ambulancière, parce que pas spécialisée, un manque de spécificité, des missions très hétérogènes et un schéma très différent d'un land, ce qui est leur territoire, à l'autre. Ils se sont complètement appuyés sur la EN 1789, donc la norme européenne, qui définit les véhicules. Leur raisonnement était de dire un véhicule, il est défini à des missions, et c'est ce que dit la norme européenne. Et donc, en fonction de ces missions, il y a une dotation en matériel qui est différente. Et qui dit dotation en matériel différent, dit compétences différentes, donc dit formations différentes. Ils ont été jusqu'au bout de la démarche et ils ont séparé leur organisation en 2 grandes enveloppes, le transport médico-social et l'aide médicale d'urgence. Dans le transport médico-social, ils vont placer le type A2 et le type A1, qui sont les transports assis ou couchés partagés. Et dans le mode AMU, ils vont mettre le type B et le type C. Notre institut de formation est jumelé avec les instituts de formation de la Croix-Rouge en Belgique. Et donc, on a eu l'opportunité de faire des échanges réguliers de formateurs, parce que tous les étés, on envoie un formateur français à leur stage communautaire de la Marlagne, qui dure 15 jours. Et donc, on voit vraiment des changements de posture, mais dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'on voit, en effet, des personnes qui vont de plus en plus vers de la technicité, et on parlait de paramédication jusqu'avant, donc on a vraiment un périmètre de personnes spécialisées dans l'AMU qui vont être de plus en plus techniciens et de plus en plus adaptés, mais à la fois, ils ont eu la surprise de voir arriver des nouveaux profils de personnel vers ces métiers, plus féminin, plus dans la relation d'aide, plus dans l'accompagnement, qui prend en charge du transport médico-social avec des prises en charge différentes. Et en tout cas, on pourrait dire un rôle peut-être presque plus d'aide-soignant sur la route, mais en tout cas plus près du patient. Ça n'a pas changé grand-chose aux entreprises, si ce n'est qu'elles ont dû faire un choix.
C'est-à-dire qu'en effet, l'entreprise qui veut avoir les deux habilitations devra se doter des deux types de véhicules et des deux formations. Voilà. Mais ceux qui peuvent faire le choix de ne faire que de l'AMU ou que du TMS. L'autre chose intéressante dans l'approche, c'est que ce n'est pas parce qu'on est un urgentiste que demain on peut faire du transport médico-social. C'est-à-dire que même l'ambulancier urgentiste depuis des années qui fait que du 112, qui demain veut entrer dans une société d'ambulance qui fait du transport médico-social et donc transporter par exemple des patients handicapés, il sera obligé de retourner en institut de formation pour apprendre à le faire. Parce que dans leur approche, c'est vraiment deux métiers, deux approches différentes. Alors, riche de cette expérience dont on a déjà parlé dans des congrès, on a essayé de voir un peu comment ça se passait en France. Et c'est vrai que c'est une particularité dans une zone très urbaine, qui est la région parisienne, où le nombre de transports liés à l'ambulatoire est exponentiel. On se retrouve dans une situation en France, et là je parle vraiment de la situation parisienne, et s'il y a des Parisiens dans la salle ou Île-de-France, ils pourront le confirmer, on est sur du moins 10 ans. C'est-à-dire que l'ambulancier, en effet, il fait beaucoup de transports TMS. Donc il a des véhicules adaptés. Des véhicules peu dotés, de type A1, avec peu de matériel, et qui correspondent tout à fait. La seule chose, c'est qu'il utilise les mêmes moyens et les mêmes véhicules pour faire de l'urgence. Et là, ça ne colle plus. Parce qu'on se retrouve à mobiliser les SDIS parce qu'on n'a pas de coquille. On se retrouve à ne pas prendre en charge les arrêts cardiaques correctement parce qu'on n'a pas de défibrillateur. On se retrouve à avoir des ambulanciers qui se dotent eux-mêmes d'une petite valisette avec leur matériel d'état clinique parce que dans le type A1, il n'y en a pas besoin et ils ne l'ont pas, etc. etc. Vous prenez une ville comme Paris, il y a moins de 10 ASU sur toute la ville et certaines ne font que du TIH. Donc ça pose problème parce que la réponse aux obligations de garde d'urgence, elles sont quand même là. Donc le raisonnement est de se dire est-ce qu'il ne faut pas en effet clairement séparer les enveloppes. Et le raisonnement va également en lien avec le financier, on en parlait ce matin. Si on veut faire une mission de service public d'urgence, est-ce qu'il ne faut pas lui donner un cadre financier qui lui permette d'exister et d'être rentable? Et là, dans cette espèce de blougi-boulga où on ne spécifie plus les activités, on est un petit peu perdu. Je vais finir par rebondir sur l'intervention de ce matin de la CAPSUF sur les véhicules d'intérêt général prioritaire. Et il faut essayer de s'imaginer le policier au rond-point. Le policier au rond-point, il peut voir une ambulance de type A1 passer le matin faisant fonction de VSL. Il peut la voir passer après faisant un transport programmé. Et il va voir la même ambulance avec le même équipage faire une intervention d'urgence. Dans aucun autre pays d'Europe, c'est possible. Dans tous les autres pays d'Europe, le véhicule d'urgence, on sait ce que c'est. Il est identifié, codifié, on le reconnaît. Il est parfois même jaune. Il a des sirènes spécifiques. Et vous prenez nos collègues belges, sur leurs véhicules type A2 qui font du transport programmé, ils n'ont même pas d'avertisseur. Donc il n'y a plus de confusion possible. Nous, actuellement, il y a une grande confusion parce qu'on ne spécifie pas les choses. Tout le monde fait tout. Et à l'arrivée, on ne sait plus qui fait quoi. Alors, justement, Philippe Loriot, vous êtes partisan du on ne bouge pas de spécification des agréments. Bonjour à tous d'abord. Je ne suis pas partisan du on ne bouge pas. Mais par contre, je ne veux pas de spécification des agréments au sens où mon contradicteur l'entend. Déjà, je voudrais rectifier 2-3 petits points dans ce qui a été dit. On a un gros problème en France, c'est qu'on est abreuvé de textes et il y en a tellement qui ne sont pas respectés. Donc je vais rebondir sur l'exemple du véhicule qu'on va passer le matin, le midi et l'après-midi dans 3 cadres différents et qui est le même véhicule. Si on prend la réglementation de la norme 89, une ambulance ne peut pas faire de transport assis. Mais par dérogation, la CNAM a décidé qu'elle autorisait
quand même, à condition que le patient soit transporté dans les mêmes conditions qu'un patient en ambulance, c'est-à-dire sur le brancard. À partir de là, la confusion, elle est enlevée sur ces deux transports. Maintenant, quand vous nous dites c'est les ambulances, on va dire, légères par rapport à un ASU, pour que ce soit clair pour tout le monde, n'ont pas de matériel. Pour pouvoir faire des missions de centre 15, il y a une obligation d'avoir du matériel. Le même matériel que dans un ASU. Donc si effectivement il y a des départements où la loi n'est pas appliquée, on en connaît malheureusement, j'ai la chance de venir d'un département qui s'appelle les Alpes-Maritimes, on est français que depuis 150 ans. Donc appliquer les lois de la République chez nous, c'est difficile quand même, ça met du temps à descendre. Et il est vrai que jusqu'à fin 2016, l'ARS des Alpes-Maritimes se cassait pas la tête, le SAMU non plus, on faisait les tours de garde, en avant Guingamp, roule ma poule, on part avec mon ambulance légère et je vais faire une émission pour le SAMU. On a enfin la chance d'avoir quelqu'un à l'ARS qui a décidé de travailler, ce n'était pas le cas auparavant, et qui a fait des petits rappels à la réglementation. Et en me disant, voilà, moi je ne vous demande pas la lune, je vous demande simplement de vous mettre en conformité. Si vous n'êtes pas en conformité, vous ne faites pas d'urgence. Vous vous contentez de faire ce que mon voisin appelle du TMS. Alors ça fait un peu hurler les ambulanciers en me disant, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais pour qui elle se prend? Elle se prend pour personne, elle fait son boulot, et elle fait appliquer un texte de loi. Maintenant, à partir du moment où effectivement vous commencez à équiper une ambulance légère avec le matériel d'une ASU, c'est que vous avez l'intention de faire du SAMU. Si vous avez l'intention de faire du SAMU, à ce moment-là, peut-être mieux prendre un ASU directement. C'est quand même plus facile pour travailler. Mais effectivement, avoir un ASU pour aller faire des séries de kiné, c'est pas très intéressant, c'est pas facile à manipuler, c'est pas adapté. Voilà. Donc, adapter des moyens par rapport à des besoins, oui. Faire le contraire, non. Alors du coup, quand on a préparé cette conférence ensemble, vous me disiez que pour vous, beaucoup de sociétés d'ambulance aujourd'hui étaient sous-utilisées et que spécifier les agréments, ça viendrait à les fragiliser encore plus. Tout à fait. Je m'explique. Quand on prend la moyenne nationale sur les interventions ambulancières en période de garde, la moyenne, c'est 1,96 missions pour 12 heures de garde pour un vecteur. Donc la sous-utilisation nationale, elle est chronique. Alors il y a des départements qui sont très en avance, celui de mon confrère, qui effectivement ont été précurseurs d'un certain nombre de choses, et ça a payé pour eux, mais ça ne s'est pas fait tout seul. S'ils n'avaient pas eu le TMS à côté pour pouvoir injecter des fonds sur l'urgence, je ne vois pas comment ils auraient avancé. Ça, c'est le premier paramètre. Deuxième paramètre, ce qui fait la richesse des ambulanciers, de notre profession, et ce qui fait notre capacité de réponse à l'urgence, c'est notre maillage. Aujourd'hui, on couvre toutes les zones. Quand on nous parle de désertification médicale, quand on nous parle de ah oui, mais les moyens SMUR, ils sont à 1h03, à 2h. Des ambulanciers en France, il y en a partout, même à la campagne. C'est aujourd'hui ceux qui ont le plus de mal à vivre, parce qu'on le sait tous, les statistiques sont extrêmement claires là-dessus. On sait très bien que les entreprises en zone urbaine vivent globalement pas trop mal, et que là où on rencontre le plus de difficultés, c'est effectivement dans les zones rurales. Et mes confrères des zones rurales, ils disent c'est bien, mais nous on est là, on a des moyens humains, matériels, et puis on voit passer des VSAB dans un sens ou dans l'autre. Donc le problème, c'est pas un problème de moyens. Le problème, c'est un problème d'organisation, et c'est un problème de mission confiée. L'organisation du transport dans le secours, même si j'aime pas le mot de transport, mais
On ne va pas parler de compétences médicales comme ça a pu être le cas tout à l'heure. L'organisation du transport dans le secours, on a plein de beaux textes qui la régissent, mais ils ne sont pas appliqués. On a un référentiel, SAMU, transporteur sanitaire privé, qui est clair, qui est 2009. Ce référentiel, il est écrit dedans que avant fin 2012, il doit être mis en place dans tous les départements. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 10% des départements qui correspondent à peu près au référentiel. Tous les autres sont à la traîne. Pourquoi ? Parce qu'on a des problèmes avec nos chers amis sapeurs-pompiers qui ont des missions qui ne relèvent pas de leur mission régalienne. Les fameuses carences ambulancières. Donc on essaye de... Je pourrais développer ça, mais ça prendrait un petit peu de temps. On essaye de faire plein de choses pour changer ça, mais c'est extrêmement difficile. Je vais être assez synthétique. Les ambulanciers privés font 10% des missions qui leur reviennent. Les 90% autres sont faits par les SDIS. C'est la moyenne nationale. Quel est le besoin aujourd'hui de faire rentrer d'autres acteurs? Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Et les ambulanciers disent, nous, vu la sous-utilisation que nous avons de nos moyens, on n'a pas de rentabilité. Parce que quand vous immobilisez un véhicule et 2 équipages, même avec une indemnité de pôle de garde à 346 € et que vous avez fait 2 courses avec 60% de remise, vous avez perdu de l'argent. Alors justement, Laurent Facon, sur cette question de la fragilisation des sociétés d'ambulance, si on spécifiait les agréments. Je vais rejoindre le propos d'une dame qui est dans la salle, qui est du SAMU 77, qui est ARM, et qui disait, sur mon secteur, je ne trouve pas d'ambulance. Et nous, on le voit, on a des ambulances qui prennent la garde, mais qui, pendant ce temps, font du transport programmé. On a un vrai problème de rentabilité de l'intervention. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous intervenez sur une urgence, le patient ne va pas bien, vous faites venir un SAMU, donc vous ne transportez pas, donc vous ne serez pas payé. Il faut vraiment pouvoir donner les moyens aux sociétés d'ambulance de faire l'urgence correctement. Et je pense que, peut-être pour faire l'urgence correctement, avec un bon financement et une vraie mission de service public, il faut peut-être arrêter de tout mélanger. Et je pense que malheureusement, parfois, dans les discussions, et les discussions que vous avez avec CPAM et autres, tout se mélange un petit peu, parce que les enveloppes ne sont pas très claires. On a une enveloppe pour le transport assis, on pourrait très bien avoir une enveloppe pour le TMS et une enveloppe pour l'urgence. Pourquoi pas? Ça pourrait être envisageable. Ce que je veux essayer de dire, c'est que la spécification des agréments nous permettrait peut-être de séparer les fameuses entreprises que nous citait Madame, qui ne veulent pas du tout. Ce n'est pas leur centre d'intérêt. Ils ne veulent pas se doter en matériel. Parfois même, les ambulanciers qui sont dans ces entreprises, ils n'ont pas envie de faire ce type d'activité. Et nous, on les a parfois en IFA. Alors peut-être plus en Ile-de-France, dans les grandes zones urbaines qu'en province. Il y a peut-être une réalité différente. Mais en tout cas, on le vit, nous, au quotidien, dans les instituts de formation. On le vit quand les élèves retournent de stage et que pendant toute leur durée de stage, ils n'ont pas fait une urgence. Parce que la société a l'accord avec le centre de dialyse du coin de la rue et elle ne fait que ça. Est-ce que c'est peut-être pas bien de clarifier cette situation? De dire, en effet, ben voilà, on a une enveloppe transport assis, on a peut-être une enveloppe transport médico-social et on a une autre enveloppe. Et certaines entreprises, elles n'ont pas envie d'y aller, tant mieux qu'elles fassent du transport médico-social dans de bonnes conditions et laissons aux gens qui ont envie de faire l'urgence la possibilité, mais évitons de donner la situation à des SAMU qui ont l'impression d'avoir un immense maillage. Quand ils téléphonent, ils appellent, et il n'y a pas de société qui veulent prendre leurs appels, leur transport urgent, et ils se retrouvent à faire une carence et appeler le SDIS. Donc je pense, alors c'est peut-être vrai sur Lyon, peut-être Marseille, peut-être Paris, c'est peut-être vrai lié au fait qu'on a une densité de services hospitaliers
qui font que l'activité d'un ambulancier, rien que dans le transport programmé, est tellement importante qu'il n'a peut-être pas besoin d'aller vers l'urgence. C'est peut-être une vraie différence. On parlait avec le 44, voilà. Mais en tout cas, c'est une réalité qu'on vit. Et là, je pense que vous pourrez parler à toutes les ARM des grandes zones urbaines. Ils ne les trouvent pas, les ambulances. Elles ne sont pas là. Elles ne sont pas au rendez-vous. Philippe Loriot dit oui. Mais c'est vrai. Le constat, il est juste. Mais quand on fait un constat, si systématiquement, en face du constat, on dit « Voilà, la solution, c'est ça », c'est bien, c'est une solution, je l'entends. Mais moi, quand je fais un constat, ce qui m'intéresse, c'est d'abord d'en connaître la cause du constat. C'est ça qui est important. On est devant une difficulté. Vous dites les armes qui n'arrivent pas à trouver une ambulance privée en journée, parce que la nuit, ça se passe plutôt bien. Mais c'est surtout la journée. C'est surtout la journée. Parce que je ne connais pas le 77, hein, excusez-moi. Je suis un peu allergique à la région parisienne. Hein. Pourtant, on vous accueille. Mais, Et gentiment en plus. Gentiment, je ne sais pas, mais on m'accueille. Non, ceci étant dit, pour revenir à quelque chose de plus sérieux dans mon propos, le problème, quand la garde départementale a été mise en place en 2003, les ambulanciers ils se battaient pour être sur les tableaux de garde, en disant, voilà, enfin, on va pouvoir faire les choses. Aujourd'hui, globalement, sur l'ensemble des départements, on a de gros problèmes à remplir les tableaux de garde. Pourquoi? Pour une raison simple, mais ultra simple. On a tous des entreprises commerciales. Une entreprise commerciale, elle a une obligation première. Le gérant d'une entreprise commerciale, c'est une obligation de résultat. Si en fin d'année, il sort un bilan à l'équilibre, quand il va voir son banquier pour changer de voiture, on lui dit « Monsieur, pas de bénéfice, pas de crédit, vous ne changez pas de voiture. » Et si jamais il a un résultat qui est négatif, c'est tribunal de commerce, on baisse le rideau. C'est un paramètre qu'il ne faut pas oublier. Et c'est un paramètre qui est bon, parce que ça oblige les gens à être bons. La problématique de l'urgence en France pour les ambulanciers privés, elle est très simple. C'est un problème tarifaire. Les départements qui ont réussi à avoir des accords avec les ARS pour pouvoir prendre en charge les sorties blanches, pour pouvoir aller prendre en charge des relevages, pour pouvoir avoir une partie du coordonnateur ambulancier privé qui soit payé dans le SAMU, ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous prenez le rapport Barrier, 1994, quand il fait l'étude de l'urgence préhospitalière, il dit il faut un coordonnateur ambulancier privé dans chaque SAMU. Vous prenez le référentiel de 2009, il dit exactement la même chose. Pourquoi on n'en a pas aujourd'hui? Là, ça, c'est une bonne question. Et le jour où on arrive à régler ce problème-là, on réglera beaucoup de choses. Parce que les ambulanciers qui, au début, ont mis des véhicules en se disant bah, 346 €, ça fait pas lourd payer, hein, mais on va sortir derrière, donc ça va aller et on va arriver à rentabiliser. Quand aujourd'hui, on est à 1,96. J'ai une entreprise où on est deux entreprises à se partager un secteur, donc on fait une vingtaine de gardes par mois chacun. Mais je sais qu'à chaque garde, je perds de l'argent. Je perds de l'argent. Mon expert comptable, il me dit à la fin de l'année, pourquoi tu continues à faire des gardes? Vous perdez de l'argent sur ce secteur-là. Alors, parce que je fais du TMS à côté et parce que j'y crois. Et parce que je ne lâche pas l'affaire facilement. Je suis quelqu'un plutôt tenace. Donc aujourd'hui, la problématique de la séparation des agréments, pourquoi je suis contre? C'est parce que si on veut maintenir un maillage, un tissu d'urgence qui soit capable de répondre correctement, dans des délais corrects, à un moindre coût, effectivement, il faut que les gens puissent faire les deux choses. Dès qu'on va vouloir spécifier, parce que si on veut faire les choses de façon très simple, on pourrait dire, regardez, les pompiers ont les moyens, les compétences, les véhicules pour faire, voilà, tout ce qui est l'urgence préhospitalière, on va le donner aux pompiers et on sort les ambulanciers du système. Pourquoi pas, hein? Je ne pense pas que les ambulanciers apprécieraient, mais
Ça pourrait être une solution. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi aujourd'hui on veut désengager les SDIS? Parce qu'on sait très bien qu'on a des coûts de fonctionnement sur les SDIS qui sont énormes. On sait qu'un transport ambulancier, ça coûte entre 5 et 12 fois moins cher. Donc on dit, il faut que les ambulanciers y aillent. Mais on veut bien y aller. Sauf que faudrait un petit peu plus d'activité et un petit peu plus de moyens. Laurent Facon, vous comprenez du coup les arguments? Oui, bien sûr, je les comprends. Mais le problème, c'est que au nom de ce maillage, on est quand même dans beaucoup de départements sur le moins-disant, malheureusement. C'est-à-dire pas sur l'urgence, pas sur l'urgence. Je vous promets, monsieur. Malheureusement, il n'y a pas une majorité des catégories C habilitées en type A1 qui ont le matériel de type B à bord, et pourtant ils font de l'urgence. Il y a une expérimentation sur Paris qui a eu lieu avec la brigade sapeurs-pompiers de Paris, parce que les pompiers de Paris sont débordés sur les assistances à personne, et donc ça a été expérimenté en septembre. C'est une expérimentation qui a duré 2 mois et qui s'est arrêtée. La consigne de la brigade, c'était vous intervenez à domicile sur appel 18, vous vous rendez compte que ça relève d'une assistance à personne et ça nécessite un transport ambulancier. Bien sûr, vous passez un bilan, vous expliquez à la personne que l'ambulance va arriver dans l'heure et vous quittez les lieux pour rendre votre VSAV disponible et être à nouveau opérationnel. On passe pour des cons. Alors, l'expérimentation n'a pas duré plus de 2 mois parce que le SAMU de Paris n'arrivait pas à trouver des ambulances pour pouvoir assurer le transport derrière le passage des pompiers. Je sais que Paris est pas la France. Je parle de mon expérience et de mon vécu. Excusez-moi, mais pourquoi cette décision? Pourquoi aller envoyer des pompiers en première intention? La problématique, elle est quand même là. Tout à l'heure, on parlait, dans la table ronde précédente, vous parliez du cloisonnement, du plafond de verre qui est infranchissable. On est dans un tube, on ne peut pas aller dans l'autre. Enfin, je suis désolé, moi, quand je vois mes personnels, je crois qu'il y a plus de la moitié de mes personnels qui sont pompiers volontaires. Donc le cloisonnement, il n'y est pas. Sauf que chez les pompiers, on a le droit d'avoir des pompiers volontaires. Chez les ambulanciers, quand on dit on veut avoir des ambulanciers volontaires, on n'a pas dit bénévoles, on a dit volontaires. Quand on veut en avoir, on nous dit non, attendez, là, c'est les auto-entrepreneurs, ils n'ont pas leurs moyens propres, vous ne pouvez pas faire. Voilà. Là, on est dans le cloisonnement. Là, effectivement, l'administration vient dans le cloisonnement. Moi, je dis, il y a 2 façons de voir les choses. Soit on fait de la microéconomie, et on va regarder le bout du capot de sa voiture, et voir combien on a rempli d'euros au kilomètre ou de centimes au kilomètre. Soit on fait de la macroéconomie, ça m'intéresse, et on va regarder quel est l'argent public qui sert au transport. Et quand je dis l'argent public, c'est des dons ou des impôts. Et je vais englober dans cette manne-là les budgets des SDIS, les budgets de la CEPAM qui est versé aux ambulanciers et les budgets des associations de secouristes. Et on en a un certain nombre qui sont représentés ici. C'est d'ailleurs la profession la plus représentée, je pense. Soit on est capable d'avoir une vision globale d'un territoire et d'un budget. Et on dit, voilà, comment on peut utiliser ce budget avec la meilleure efficience. C'est pas le moins de 10 ans, c'est la meilleure efficience. C'est-à-dire quand on met 1 euro là, qu'est-ce qu'on a derrière? Et si on veut ça, combien ça coûte? Dans les entreprises, on est obligé d'appliquer une règle qui s'appelle à travail égal, salaire égal. Si moi je le fais pas, si demain je dis à un ambulancier, toi je trouve que tu es un peu meilleur que l'autre, et je te donne 100 balles de plus, si son collègue il m'attaque au prud'homme, je vais perdre, et on va me dire, monsieur, ils ont la même qualification, ils font le même métier, ils ont le même coefficient sur la feuille de paye, vous devez leur donner la même chose. Ça fera peut-être bondir certains, mais c'est comme ça. Et devant les prud'hommes, toutes les entreprises qui passent se font condamner. À travailler à l'air salaire égal, c'est bien. Moi, demain, quand on va faire de l'urgence préhospitalière et que
comme le dit mon responsable de formation pour le SAMU à l'IFA des Alpes-Maritimes, me dites pas que les ambulanciers ne sont pas bons, c'est moi qui les forme. Et ils sont meilleurs que les pompiers. Alors je ne vais pas rentrer dans cette guerre-là, mais aujourd'hui, on n'a pas une qualité de formation fondamentale qui fait qu'aujourd'hui, les pompiers seraient à même de faire quelque chose de mieux. Comme aujourd'hui, on a des associations de secourisme qui ont des gens chez eux qui sont très bien formés. Et il y en a qui sont salariés chez moi. Ça ne me pose pas de problème. J'ai rien contre ça. Par contre, la séparation des agréments, on a aujourd'hui un problème qui est globalement, on va laisser les associations un petit peu de côté parce que ça reste très à la marge. Et la problématique, c'est 2 vecteurs, mais qui n'ont simplement pas les mêmes financements et on n'arrive pas à mettre les choses en phase. Vouloir créer encore une troisième sous-catégorie, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça ne va pas dans le bon sens. Alors, Laurent Facon, j'essaie de répartir un peu la parole. Ce sera la dernière question, puis après on viendra aux questions du public, puisque je crois qu'il y en a, donc on va se laisser quand même pas mal de temps. Donc du coup, Laurent Facon, on sait qu'en Europe, plusieurs pays ont spécifié leurs agréments. Et un peu comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas en train de s'ostraciser un peu, de faire nos irréductibles, alors qu'on pourrait suivre un chemin ? Alors, de réflexion. Alors, c'est vrai que c'est peut-être une vision qui change nos habitudes et on a du mal à peut-être l'appréhender. Tous nos collègues européens ont fait cette séparation, quasiment. Et même si on prend les Anglais, ils sont carrément partis sur du type A2, de très grand volume, pour faire baisser leur coût de leur TMS. Et ils ont carrément des systèmes de bus qui vont chercher plusieurs patients en même temps en transport partagé. Donc on a vraiment une approche très différente en fonction. Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, il y en a qui ont vraiment poussé le raisonnement beaucoup plus loin. Ce qui est intéressant, je vais reprendre l'exemple du système belge, parce qu'il était très proche du système français il y a quelques années. C'est que maintenant, attendez, vous allez avoir l'occasion de répondre. Ils ont monté un schéma économique qui permet aux entreprises d'être rentables pour l'urgence. Je crois que la différence était de séparer la facturation au départ d'une mission de service public. C'est-à-dire que l'enveloppe qui est donnée pour faire de l'urgence, elle est indépendante du nombre de transports qui est fait. Et c'est pour ça qu'ils ont spécifié leur enveloppe. Et donc, en fonction des Landes, c'est sur appel d'offres et c'est tous les 4 ans. Et l'opérateur qui est retenu, eh ben, en effet, il a une enveloppe pour travailler et pour travailler correctement et pouvoir se doter en matériel. Ce qui n'empêche qu'il peut avoir une activité commerciale à côté sur son transport médico-social. Et c'est ça qui est important. Bien sûr que si on garde, et là on est dans l'utopie, mais si on garde notre système actuel, il n'est pas compatible avec le système qu'ont nos collègues européens. Mais par rapport au débat qu'on a eu ce matin sur la place de l'ambulancier dans l'urgence, est-ce que donner les moyens à ce que les entreprises qui le souhaitent fassent de l'urgence dans de bonnes conditions, avec une santé économique, et voire même avec des ambulanciers correctement rémunérés, c'est l'obligation si on veut avoir un système spécifique. Sinon, en effet, on continue à faire un petit peu des deux et on aura des entreprises qui feront ce qui est le moins contraignant pour eux ou parfois le plus rentable. C'est aussi une réalité qui existe. Alors, Philippe Loriot et puis le public. Alors, juste une chose. Moi, je veux bien qu'on fasse la comparaison entre la France et nos collègues européens. Sauf que, comme l'a rappelé tout à l'heure un des intervenants, médecin, pompier, si je ne me trompe pas, le schéma organisationnel sur l'urgence, avec un SAMU qui dirige l'urgence, il est spécifique à la France. Donc ce qui s'applique à côté ne peut pas forcément s'appliquer en France. Donc on est dans un schéma, alors soit on bouge tout le schéma, et à ce moment-là, effectivement, on pourra reparler de ça, mais dans ce schéma-là, si on veut avoir la meilleure efficience possible, c'est pas en dissociant les choses qu'on va y arriver. Alors, quand vous parlez, effectivement, d'avoir une enveloppe... voilà, si on regarde le système canadien, par exemple, c'est un système qui fonctionne comme ça. Et qui fonctionne bien parce qu'il fonctionne comme ça. Et il y a de la place pour tout le monde. Et tout le monde fait le même métier, tout le monde avec les mêmes règles.
Mais vous avez des structures qui sont différentes. Vous allez avoir des entreprises qui sont des entreprises privées, des entreprises qui sont des entreprises publiques. Vous allez avoir des entreprises qui sont des coopératives d'ambulanciers. Voilà. Il y a divers montages économiques possibles, mais tout le monde travaille avec les mêmes règles. Tant qu'on n'arrive pas à travailler tous avec les mêmes règles, on aura des discordances importantes. Voilà. Bien. Je sais le faire. Allez, on va passer aux questions du public. J'ai passé d'ores et déjà le micro à Patrick Hugh. Une intervention rapide pour laisser la parole aussi au public. Oui, ça va être très rapide. Je pense que c'est un constat, effectivement. Là, on en est rendu, voilà, sur le plan national. Fonctionner par enveloppe, je ne suis pas fan. Je pense que moi, je suis assez favorable d'emmener l'ensemble de la profession plutôt vers le haut, parce qu'on a un maillage qui est assez extraordinaire. Mais force est de constater que depuis 1973, entre la voie publique, la loi de janvier 86 et 2003, on en a loupé quand même des marches, et puis des belles, quoi. Donc je pense que le problème, il est là. Un département qui était organisé avant 2003, eh bien, il a conservé cette longueur d'avance. Effectivement, il y a plein de choses qui nous ont emmenés dans le mur. Il y a le numerus clausus tel qu'il a été organisé, où certains départements ont profité rapidement pour acheter les autorisations de mise en circulation, enfin des véhicules qui se sont transformés en autorisations de mise en circulation. Donc on a des départements qui sont surdotés de véhicules, mais qui sont sous-exploités. Alors ce qui est paradoxal, par exemple, nous on parle de carence, 1, enfin bref, hein, on a très peu de carence, mais on est aussi la seule métropole urbaine à être sous-dotée, et pourtant on n'a pas de carence. Un véhicule, il est fait pour rouler. On est tous d'accord, on a des soucis économiques, et justement, élevons le niveau de notre profession. Que je vous disais, en 2003, quand l'accord cadre est arrivé, nous, notre département, il était organisé. Et la peur, c'était justement cette garde préfectorale. Et cette garde préfectorale ne correspondait pas à ce qu'on avait mis en place, puisque ce qu'on avait mis en place à l'époque, c'était pas la géologue, mais c'était des délais entre 0 et 15, 15 et 30, et voilà. Et donc, avec des cahiers des charges bien précis sur l'équipement, sur la formation du personnel, déjà, à l'époque, embarqué. Multiparamétrique, scoop, etc. Enfin bref. C'était en 2000. Et donc, 2003 arrive ça. Comment qu'on fait? Si on applique purement la garde préfectorale, on est mort. Donc, on a dit, la garde ne se situe pas à l'existant, mais vient renforcer l'existant. La garde, c'est de la permanence de soins. Le reste, c'est de l'UPH, l'urgence préhospitalière. Alors, tu disais, oui, mais un kiné, je ne peux pas le faire avec un lourd. Enfin, c'est plus difficile. Oui, non, ben voilà. Alors, effectivement, mais nous, on a 110 véhicules lourds pour le département. Un véhicule qui... L'intérêt, c'est ça, c'est éviter les kilomètres à vide et raccourcir les délais. Donc, le véhicule, il redescend de sa consultation, il est géolocalisé, boum. Ce temps d'improductivité devient rentable. Et là, pour moi, c'est là la marge de manœuvre. 55% seulement le temps de productivité d'une ambulance. La marge, elle est énorme. C'est là qu'il faut aller chercher. Alors, effectivement, Paris, c'est très particulier, mais il n'y a pas que Paris, quoi. Et on a aussi d'autres leviers. On est aussi le 3e fournisseur, entre guillemets, de sapeurs-pompiers volontaires dans le département. Il ne faut pas qu'ils nous embêtent de trop. On doit travailler ensemble, on doit pouvoir se mettre autour d'une table, et on y arrive. Les conventions biparties ont été signées. Oui, ok, il y a un référentiel, pas de problème. Mais on a conservé notre convention tripartie à côté. Et c'est ce qui fait la différence. Donc, je crois que c'est ça. Ne cherchons pas ailleurs. Le meilleur ennemi de l'ambulancier, c'est l'ambulancier. Ça, j'en suis convaincu. Arrêtons de dire c'est le politique, c'est machin. Non. Remettons-nous en cause, regardons, et voyons ce qu'on peut faire. Et on peut faire plein de choses, je vous assure, on peut faire plein de choses. Le véhicule qui descend de Paris en province, pourquoi il ne peut pas être géolocalisé sur l'ensemble du territoire? On parle de désertification médicale, mais pas meilleur maillage que l'ambulancier. Alors effectivement, après, il y a le type d'ambulance, type A2, etc. Moi, ça ne me gêne pas qu'on les sorte. Ça ne me gêne pas. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, l'ambulancier doit être vraiment ambulancier. Vraiment. Et sur l'ensemble du territoire. Moi, j'ai une question, Patrick. Alors, c'est vrai, c'est peut-être ce que je vis au quotidien et c'est peut-être pas ce que vit d'autres. Je pense à... Je vois François, enfin, il aura peut-être la même analyse que moi.
c'est une réalité qu'on a dans les grandes zones urbaines, et peut-être que Lyon, c'est assez proche. On a des entreprises qui ne veulent pas s'engager. J'entends vos théories sur le maillage, mais je serai le premier enthousiaste. Mais c'est une réalité qu'il faut que vous entendiez. On a vraiment des entreprises qui ne veulent pas s'engager. Ils ne veulent pas de transport compliqué, ils ne veulent pas de transport urgent, ils ne veulent pas de transport lourd. C'est une réalité. Et je vous promets que les SAMU sont en véritable difficulté. Les gens prennent les gardes, ils sont sur les plannings, mais ça sonne dans le vide. Donc c'est une réalité que l'on vit, c'est une réalité que nous renvoient les étudiants, et ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé. Donc j'entends, mais à côté de ça, il y a vraiment un désengagement d'une partie de la profession. Je pense que la garde a été contre-productive. Hein. Très clairement, telle qu'elle a été faite, elle était contre-productive. L'ambulancier qui sort 1,36 par garde, c'est pas très motivant. En plus, il va faire les sorties hospitalières pendant la garde. Mais de toute façon, la garde, c'est de la permanence de soins. Le problème, il est là. Mais on s'est heurté à nos syndicats nationaux. Au lieu de... Alors, la DGOS, elle est bien gentille. À chaque fois, le 44, c'est bien. Mais bon, le problème, c'est... Bon, on est dérogatoire. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais on est dérogatoire. On n'existe nulle part. Mais c'est pas possible, quoi. Prenons les exemples de ce qui marche. Mais on ne veut pas les étendre parce que notre corporation ne le veut pas. Ne le veut pas. C'est bien ce que je te dis, quoi. Alors, pour avoir été encore... avoir fait une réunion au mois de décembre et une réunion au mois de janvier avec la CNAMS et la DGOS, ils se rendent compte quand même, maintenant, c'est bien, hein, 2003, 2017, 14 ans, ça fait du temps pour faire un constat. Ils se rendent compte que la garde départementale ne fonctionne pas, que c'est une hérésie, que c'est un non-sens économique, parce que la problématique, elle est là. Quand je vous entends dire les ambulanciers ils veulent pas faire du transport. Non, ils veulent juste pas faire du transport à perte. Et dans le cadre de la garde départementale, telle qu'elle est structurée, le véhicule ne fait que de l'urgence. Il ne peut pas faire autre chose. C'est un non-sens économique. C'est une solution de riche. C'est une solution de riche pour appauvrir des gens. Donc ça ne veut rien dire. C'est une hérésie d'avoir créé ce système-là. Bon, on sait à qui on la doit, hein, on sait qui était porteur du projet, et c'est là qu'on se rend compte que les politiques ont aussi leur importance et que des fois les affinités font que. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. On a eu un article 66 sur l'expérimentation, toujours porté par le même. Bon, là, c'est bien. Dernière réunion, ils ont dit l'expérimentation, c'est un échec. Ça ne marche pas. Mais c'était évident. Alors, il y a un moment où il faut revenir à quelque chose de... Désolé d'être un peu mercantile, mais c'est quand même mathématique. Quand on veut avoir un moyen qui soit efficient, il faut s'assurer effectivement que ce moyen-là, il est suffisamment doté pour pouvoir remplir sa mission correctement. C'est pour ça que je ne suis pas contre l'évolution des choses. Je dis aujourd'hui, spécifier les agréments, non, c'est pas la peine de spécifier les agréments. Commençons d'abord par régler les problèmes que nous avons avec des solutions simples. Et quand on voit l'expérimentation, je vous la fais de manière ultra raccourcie. Un ambulancier privé sortant du département 44 et du 75, de la région parisienne. Un ambulancier privé, grosso modo, dans un département, les ambulanciers vont faire 10 courses sur une journée. Les pompiers vont faire 10 carences. Donc on dit, bah déjà, les privés, vous êtes mauvais. Mais les pompiers, ils en ont 90 en réserve. Parce qu'encore en 2016, on leur a encore réduit leur mission régalienne. Mais ils font 90 missions qui ne relèvent pas de leurs compétences propres. Donc demain, on dit voilà, on va vous donner une enveloppe, c'est le transport que vous facturez à N-1, les indemnités de pôle de garde à N-1, et derrière ça, l'enveloppe qui est versée par les firmes pour les carences. Avec ça, vous allez tout faire, on ne veut plus de carences ambulancières. Vous avez tout le budget, vous allez pouvoir tout faire. Sauf que les pompiers, ils ont leurs courses en réserve. Les ambulanciers vont faire les transports. Ils vont dire, c'est bon, il y avait 10 carences, on les a absorbées. On est bon? Ah ben non, il y en a encore 10 nouvelles.
Ils disent, on va les faire alors, hein, parce que... mais toujours avec la même enveloppe. Hein. Et là, on commence à avoir un problème. Donc aujourd'hui, le schéma, il est simple. Budget des SDIS, 5 milliards. C'est pas moi qui le dis, hein. Vous allez sur le site, internet, Sapeurs-Pompiers de France, vous aurez tous les chiffres. Budget des SDIS, 5 milliards. Activité de secours à personne, je ne parle pas du secours routier, c'est bien dissocié. 78% de leur activité. On va arrondir, 80%, le calcul est vite fait, ça fait 4 milliards. Voilà. Et on dit aux ambulanciers, vous allez faire ces 4 milliards de transport avec les moyens que vous avez aujourd'hui, mais sans argent supplémentaire. Alors, on avait une question. Non, c'est pas une question. Une intervention, un commentaire. Un constat, en fait, ce que je vois, c'est qu'on a tous une vision idéaliste qu'on aimerait voir étendre sur l'ensemble du territoire, voire l'ensemble du monde pour les plus parano. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans chaque territoire, eh bien, il y a des entreprises, des SDIS, des associatifs. Il y a plein de personnes passionnées qui trouvent des solutions. Et qui trouvent des solutions sans attendre que les pouvoirs publics, que les politiques les prennent. Et c'est ça, moi, que j'aimerais mettre en lumière, quoi. C'est toutes ces solutions que Patrick met en place, toutes les solutions que les pompiers mettent en place sur justement ce niveau intermédiaire, etc. On en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a des besoins et il y a des gens qui répondent à ces besoins en essayant de trouver des solutions sans attendre que ça vienne de Dieu le Père. Et c'est ça, moi, que j'aimerais soulever, c'est que félicitations à tous ces acteurs, finalement, qui font évoluer le métier, qui font évoluer les métiers, les prises en charge, pour le bien du patient, finalement. Oui, c'est vrai que depuis ce matin, on souligne ce qui ne va pas. Il faut souligner quand même que on est tous, vous êtes tous, en tout cas, une bande de passionnés qui avaient envie de bien faire et de faire avancer les choses. Vous avez tout à fait raison. Alors, j'entends vos propos. Peut-être qu'on a été très mauvais. Hein. Il y a des moments où il faut... Non, mais il y a des moments où il faut savoir faire amende honorable. Quand le 44 a commencé à travailler avec un système informatique qui s'appelait Sirica à l'époque. Voilà. 44 a été le premier département à équiper avec. Le 06 a été le deuxième département. J'étais en charge, non pas de la maintenance informatique, parce que je ne suis pas informaticien, mais de m'assurer que le système fonctionne bien. J'allais quotidiennement au SAMU de mon département à réparer l'ordinateur. Alors, c'est réparer l'ordinateur, c'est appuyer sur le bouton marche, c'est pas arrêter tout seul, c'est remettre la prise à sa place, c'est changer la souris qui avait été cassée, le câble du clavier qui avait été sectionné. Ça fait des pannes qui sont quand même un peu inexpliquées. Donc, quand on dit... Il y a des fois où on se heurte à la puissance publique. Il ne faut pas oublier un paramètre, sans paranoïa aucune. L'ambulancier, les ambulanciers privés en France, c'est un îlot privé dans un océan public. Et ça, c'est difficile. Et ce n'est pas une parano de notre part. C'est un constat quotidien. Un coordonnateur ambulancier, mais avant 2003, on a dit il faut un coordonnateur ambulancier privé. Les chefs d'entreprise de mon département, on s'est dit voilà, on va se répartir entre nous nos coordonnateurs dans les grosses sociétés, on va se libérer du temps et on va aller faire de la coordination ambulancière privée au SAMU, bénévolement, gratuitement. Pas volontaire, bénévole. On a été le faire. On est passé en 6 mois de 500 interventions par an. Si on avait étendu l'expérience jusqu'à l'année, jusqu'à la fin de l'année, on était à 16 000 à la fin de l'année. Évidemment, ça dérange. Évidemment, ça gêne. Donc, il y a des fois, être précurseur, être novateur. Et quand tout à l'heure, on parlait d'une expérience dans le 83 et d'un vieux médecin de SAMU qui, au bout d'un moment, a baissé les bras en disant « j'arrête ». Aujourd'hui, le 83 est un département qui, sur l'UPH, fonctionne plutôt pas mal. Sauf qu'ils sont en train de dire stop,
On est dans le deuxième volet, dans la deuxième phase de l'expérimentation, parce qu'il n'y avait que 4 retenus dans la première. On a ouvert une deuxième phase. Ils ont posé un dossier. Leur dossier, ça fait plus de 6 mois qu'il est posé. Il n'y a toujours pas de réponse. Ils ne savent pas où il en est. Et on leur dit, non, mais ça marche bien. Ils disent, oui, mais ça marche bien, mais le coordonnateur, là, c'est nous qui le payons. Et on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Il faut trouver une solution économique. Donc, à chaque fois, j'en reviens toujours à la même chose, c'est des idées. Il y en a partout. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises chez tout le monde. Tout le monde n'a pas de bonnes idées. C'est dans l'échange qu'on arrive à essayer de décanter un peu tout ça, mais ayant une vision qui soit globale. Moi, j'ai envie d'avoir des gens qui sont dans des associations de secours. Moi, une association de secouristes, je me dis, attends, plus motivé que ça, on peut pas trouver. On peut pas trouver. Et puis quand je vois des salariés chez moi qui me disent, moi, monsieur, l'amplitude, ça suffit là, parce que j'ai 11 heures de repos physiologique, hein, donc je vous rappelle qu'il faut qu'à telle heure je sois arrêté, parce que demain je recommence à telle heure. Ok, mais il n'y a pas de problème, c'est prévu, notre emploi du temps est organisé, regardez, un planning affiché 3 semaines à l'avance. Et que le gars, quand il a fini, il me dit, bon, j'y vais vite parce que ce soir, je vais avec mon association, on fait le concert de Madonna à Nice, on fait un poste de secours. Et je dis, attendez, mais il est où le repos physiologique là? Vous vous moquez de qui? Ou je vais prendre ma garde chez les pompiers? Il est où le repos physiologique? Donc, qu'on considère les choses dans leur ensemble, et moi je m'en fous que les gens aillent travailler au SDIS, dans une association, dans une entreprise privée, peu m'importe, mais qu'on ait une vision qui soit globale. Et c'est la proposition que j'ai faite, moi, à la dernière réunion à la DGOS. Et quand on m'a dit, non mais attendez, vous voulez refaire le monde? J'ai dit, non, je ne veux pas refaire le monde. J'essaie juste de vous expliquer quelque chose et qui me paraît d'une évidence absolue. Au lieu de vouloir clasonner, classifier, non, ayez une vision qui soit globale. Je veux dire, aujourd'hui, quand mon confrère parle de géologue, la géologue, c'est un outil de travail pour nos entreprises qui est fantastique, On ne l'exploite pas. Parce qu'il n'y a pas de volonté. On avait une question ou une intervention là-bas. Non, c'était plus une intervention qu'une question. Donc, Didier Guillot, je suis directeur de l'Institut de formation du Mans. Et j'ai été 25 ans chef d'entreprise, dont 17 années de président de syndicat départemental. Voilà, donc j'ai une petite expérience un petit peu de l'ambulance. Quand j'entends tout ça, moi, ça me fait un petit peu... ça me rend songeur ou triste, je dirais, entre guillemets, parce que, effectivement, je rejoindrai ceux qui disent qu'on est toujours en train d'attendre des subventions ou de l'argent à gauche. Le commerce, c'est avant tout savoir investir pour mieux gagner. Ça, c'est la première des choses, c'est une règle de base commerciale. Et quand on investit pour mieux gagner, par exemple la publicité, on pourrait dire la publicité, ça ne sert à rien. Ben, celui qui ne fait pas de publicité ne travaille pas. Donc investir pour mieux gagner. Ça veut dire aussi qu'il faut savoir donner de son temps et de son argent pour en gagner. Moi, j'ai un exemple dans mon IFA actuellement, puisque j'ai deux IDE qui viennent passer le diplôme d'État d'ambulancier. Ces 2 IDE, ils ont racheté une entreprise il y a 9 mois dans une petite ville moyenne de 10 000 habitants. Avant, le chef d'entreprise disait « ce que je viens d'entendre de votre bouche. Je ne peux pas gagner ma vie, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela, je ne peux pas faire les urgences. » Et mes 2 IDE, qui n'étaient pourtant pas des ambulanciers, on est en train de les former sur le plan de l'ambulance, et puis ils ont dit « on ne va pas travailler comme ça. » Ils mettent une ambulance de garde de jour à la disposition du SAMU. Ils sont allés voir le SAMU. Ils ont rencontré les gens. Ils ont expliqué comment ils voulaient travailler. Résultat, en 9 mois, 30% d'augmentation de chiffre d'affaires. Moi, je veux bien qu'on me dise que l'urgence coûte cher, mais en attendant, 30% d'augmentation de chiffre d'affaires en 9 mois par rapport à l'ancien patron qui était installé depuis 35 ans. Bon. Là, ils sont en train de mettre en place, ils ont la chance d'être IDE, des transports T2I. Donc, ils sont allés voir l'hôpital et le SMUR qui est dans leur circonscription. Voilà. Donc, comme disait un petit peu Patrick hier, il y a des choses à faire. Il ne faut pas toujours tout attendre de l'État ou des collectivités territoriales. Il y a aussi des règles de commerce à connaître. Et puis, je dirais, il y a surtout...
on le disait ce matin, une méconnaissance de la profession. Ça m'a fait un petit peu rire parce que j'ai assisté aux 3 et j'ai surtout assisté au discours inaugural de Monsieur le ministre de l'Intérieur, si je ne me trompe pas, et de la secrétaire d'État, je ne me souviens plus à quel secrétariat d'État. Comment? Aide aux victimes. Il y a juste... Alors, ils ont un super discours. Le seul mot que j'ai jamais entendu, c'est le mot ambulance. Ou ambulancier. C'est bien. Enfin, pour terminer, je dirais que c'est aussi des mentalités. On voit qu'il y a des gens qui peuvent avancer. Mais moi, j'entends encore dans mon département de la Sarthe des gens qui me disent « Ah, mais il va me prendre mon patient. Il va aller sur ma circonscription. » On a l'impression, quand ils ont acheté une boîte d'ambulance, qu'ils ont acheté les patients et la circonscription avec. Eh bien, si on reste, et si les ambulanciers restent sur des mentalités comme ça, sachez bien que vous n'avancerez nulle part et que ce n'est pas comme ça que vous allez gagner. Je suis désolé, vous voulez... Je vais faire un petit peu d'ironie parce que malheureusement, il faut que je vous quitte, mais vous venez d'un département extrêmement rural qui est la Sarthe. Hein, et comment? Le pays de l'Ariette, oui, et des 24 heures du Mans. Il n'y a pas de souci, on connaît ça aussi. Néanmoins, ne pensons pas que tous les ambulanciers sont parisiens et ne pensons pas que tous les ambulanciers sont sartois. C'est juste un mot de conclusion. Je suis désolé, mais j'ai un avion à prendre et si je ne m'en vais pas maintenant, je le rate. Alors, merci à vous. Est-ce qu'il y a néanmoins d'autres réflexions, d'autres questions, d'autres interventions? Il est 17h30, on peut conclure là. Ben, écoutez, merci beaucoup. On peut applaudir nos 2 invités. Merci beaucoup. Rentrez bien, du coup. Et merci à vous d'avoir été là, évidemment.